La République islamique d'Iran est touchée par une vague de protestations qui traverse tout le pays, bien qu'elle épargne relativement la capitale Téhéran. Depuis jeudi dernier, une vingtaine de personnes ont été tuées, dont une majorité de manifestants hostiles au gouvernement. Alors que le président iranien Hassan Rouhani, chef de file des modérés, a été réélu à la tête du pays en mai dernier, nous allons aujourd'hui faire le point sur ce mouvement de contestation protéiforme qui met en avant des revendications tant économiques, sociales que politiques. Pour en parler, nous recevons Jonathan Piron. Bonjour et bonne année. Merci, bonjour, meilleurs vœux également. Vous êtes historien, politologue, conseiller à la prospective chez Etopia. Alors, quelles sont les causes de ce mouvement? Donc s'il faut revenir à court terme, il y a deux séquences qui ont commencé à partir du 28 décembre. Donc le premier, c'est à Mashhad, dans le nord-est du pays. C'est une ville religieuse qui est proche de la frontière afghane. Et il semblerait qu'il y ait eu une manifestation qui a été provoquée par des éléments ultra-conservateurs qui cherchaient en fait à amener une contestation sociale contre Rouhani. En effet, Mashhad, c'est une ville religieuse qui n'est pas réputée être un centre de contestation comme l'est Téhéran, par exemple, et qui est justement la base sociale d'Ebrahim Raïssi. Alors, Ebrahim Raïssi, c'est l'ancien candidat à la présidentielle, le candidat de la frange conservatrice, voire même ultra-conservatrice, et qui a échoué donc à la présidentielle de 2017 contre Rouhani. Et donc, on a vu, notamment à travers certaines informations qui ont été diffusées via des canaux smartphones qui s'appellent Telegram, on a vu donc des premières manifestations se dérouler à Mashhad qui critiquaient la politique économique de Rouhani, qui critiquaient notamment le manque d'emploi, les inégalités, le coût de la vie, etc., etc. Ce qui s'est passé, c'est que assez rapidement, le lendemain, cette manifestation est sortie de son cadre et qu'il y a eu une propagation des contestations à l'échelle du pays. Et donc c'est presque tout, en fait, l'Iran qui a été touché en quelques jours par des manifestations spontanées. Il y a quelques provinces qui ont été épargnées parce qu'en fait elles sont peu peuplées, elles ne sont pas non plus des centres de contestation. Mais on a vu, notamment dans tout l'ouest de la région, donc dans tout l'ouest de la République islamique, différentes villes connaître ce genre de manifestations qui sont en fait acéphales. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une structure organisatrice comme on l'a trouvé par le passé, il n'y a pas un leader qui demande à ce que les Iraniens descendent dans la rue. Il y a eu en fait une mobilisation qui s'est faite de manière virale et qui a entraîné donc les différentes journées de manifestations qu'on a connues depuis le 28 et le 29 décembre. Oui, et là est la différence par rapport notamment au mouvement de juin 2009. En effet, donc par rapport aux contestations de 2009, suite à la réélection frauduleuse de Mahmoud Ahmadinejad, on avait vu en fait ce qu'on appelait le mouvement vert se mettre sur pied avec un leader qui était le candidat à la présidentielle Moussavi, avec également toute une série de protestations où Téhéran était l'épicentre et où les manifestations ont charrié des centaines de milliers, voire des millions de personnes, puisqu'en fait les contestations se sont étendues sur presque un an. Ici, on n'est pas du tout dans le même cadre, puisque ce n'est pas Téhéran qui a été l'épicentre de départ, c'est Mashhad, et aussi surtout parce qu'en l'absence d'une structure, il n'y a pas eu non plus des manifestations monstres, on a plutôt eu des petits rassemblements dans des villes moyennes du pays, et aussi Téhéran a suivi. Et dans Téhéran, avec la présence de la police émeute assez massive dans la plupart des rues du centre de la ville, on a vu plutôt des petits rassemblements d'une demi-heure, par exemple, avec 50 personnes qui se rassemblent, qui lancent des slogans hostiles, qui mettent le feu à des poubelles et puis qui se dispersent. Donc on a vraiment une construction, une configuration de la mobilisation et de la contestation sociale complètement différente de celle de 2009. Mhm. Et alors justement, le président iranien Hassan Rouhani, arrivé au pouvoir en 2013, réélu en mai dernier, Hassan Rouhani est justement sorti du silence dimanche 31 décembre au soir, en affirmant que le peuple a la liberté absolue de pouvoir critiquer et même de manifester. Alors là, en Iran, et un président iranien qui fait une telle déclaration, ça surprend quand même, hein. Oui et non. En fait, Hassan Rouhani, notamment dans ses dernières campagnes électorales, a toujours essayé de prôner une ouverture à la fois vers l'intérieur et vers l'extérieur. Donc il y a tout ce qu'on a vu avec la négociation sur le nucléaire, la levée de l'embargo qui a été menée avec beaucoup de force et beaucoup de vigueur par son ministre des Affaires étrangères, mais également, on le connaît moins, toute une série d'appels de la part de celui qui était encore candidat, à essayer d'ouvrir un peu, justement, de desserrer l'étau donc du système qui est en place au sein de la République islamique. Maintenant, il y a beaucoup de déclarations et il y a peu d'actes. Il faut savoir que Hassan Rouhani
même s'il est président de la République, n'a finalement que peu de pouvoir. Ses marges de manœuvre sont assez restreintes. Il y a toute une série de contre-pouvoirs qui existent à l'intérieur du système du Velayat Faqih, qui s'appelle donc le système qui est en place au sein de la République islamique, dans laquelle, dans différentes autres institutions, ce sont des ultra-conservateurs qui sont en place. Et que donc, même si le Parlement et la présidence sont aujourd'hui contrôlés par des modérés, ce ne sont pas des réformateurs, ce sont des modérés, dans d'autres institutions essentielles du système islamique, il y a aujourd'hui en fait des personnes qui lui sont hostiles et qui font le nécessaire pour éviter justement que ces différents projets politiques ne parviennent pas à se mettre en place. C'est ainsi qu'on peut d'ailleurs se demander si la tentative de provocation portée par des ultra-conservateurs à Machhad n'était pas d'ailleurs une forme d'action pour essayer de limiter au maximum les actions de Rouhani. Il faut bien entendu savoir que cette proposition d'ouverture est mal vécue par différentes factions à l'intérieur du régime, parce que certains craignent que cela mette en danger le système même de la République islamique, et puis aussi parce que certains craignent que plus d'ouverture ne leur fasse perdre les pouvoirs qu'ils occupent pour le moment. Et alors justement, vous expliquez qu'Hassan Rouhani avait peu de pouvoir au final. Quel rôle justement peut jouer le guide suprême de la République islamique d'Iran, Ali Khamenei? Donc, c'est le guide qui est le véritable chef d'État pour le moment à l'intérieur de l'Iran. Il est en place depuis la mort de l'ayatollah Khomeini en 1989 et c'est lui qui contrôle l'ensemble des structures. Il est le chef des armées, il commande des passes d'Arance, c'est lui qui nomme également la plupart des personnes à l'intérieur du système judiciaire. Il peut nommer aussi toute une série d'autres personnalités d'influence comme ceux qui vont diriger la télévision, etc., etc. Donc, ce qu'il va faire, lui, et son intention, quand on connaît la personnalité de Khamenei, c'est essayer en fait de diviser pour mieux régner. Il ne faut pas voir l'intérieur du système de la République islamique comme étant un bloc monolithique. En fait, il y a énormément de jeux de factions, de différents groupes qui veulent essayer de ménager leurs intérêts. Et donc, ce que Ali Khamenei cherche à faire, c'est de jouer le rôle d'arbitre, tentant en insistant, par certains moments, en insistant sur une faction, et à d'autres moments en jouant l'or sur l'autre faction pour essayer toujours d'arriver à une espèce d'équilibre des pouvoirs. Mais son intention à lui, comme il l'a affirmé plusieurs fois, c'est d'essayer de lutter contre ce qu'il appelle l'invasion culturelle occidentale et de maintenir justement la spécificité du régime de la République islamique, à la fois pour des raisons qui lui sont propres, mais aussi pour des raisons de contrôle et d'idées de durabilité justement du système, éviter donc qu'il ne s'effondre. Mhm. Alors parlons à présent, Jonathan, de la situation économique. La situation économique en Iran a tendance à s'améliorer depuis l'arrivée au pouvoir de Hassan Rouhani en 2013. Et si le chômage affecte près de 15% de la population chaque année, ce sont quelques 800 000 personnes qui arrivent sur le marché du travail. Dans le même temps, l'Iran connaît depuis ces derniers mois, une inflation constante. Le prix des œufs et de la volaille a de nouveau augmenté en décembre, atteignant une hausse de 50% en un an. Et face à tout cela, eh bien, le porte-parole du gouvernement, Mohammad Bagher Nobakht, a tenté samedi soir d'apaiser la situation en annonçant que le prix de l'essence n'augmenterait pas de 50% à partir du 21 mars 2018, date de la nouvelle année iranienne. Quelle stratégie économique l'Iran adopte-t-elle aujourd'hui? En fait, il faut remonter à la présidence précédente, celle de Mahmoud Ahmadinejad, pour comprendre la situation dans laquelle se trouve l'Iran aujourd'hui d'un point de vue économique. C'est qu'avec les différentes sanctions internationales qui ont été votées à la suite justement de la contestation sur le nucléaire, l'économie iranienne s'est littéralement effondrée. Donc l'inflation a explosé. On s'est retrouvé aussi dans une situation où différents subsides qui étaient accordés par le pouvoir ont dû être revus à la baisse parce que l'Iran n'avait plus les moyens justement d'assurer sa politique de redistribution de la rente, également avec toute une série de jeux qui ont été faits sur le pétrole, qui ont diminué les rentrées sur laquelle la République islamique compte beaucoup. Et donc en fait, on s'est retrouvé dans cette situation où Hassan Rouhani, en arrivant au pouvoir, a dit qu'il ferait tout pour redresser l'économie et que le premier moyen, c'était justement d'arriver à la levée des sanctions sur le nucléaire. Donc il y est parvenu, néanmoins la relance n'a pas suivi, pour des raisons à la fois internes et externes. Dans les raisons internes, c'est que le système est très corrompu. Et donc on se retrouve en fait à tous les niveaux avec différents obstacles et différents verrous qui empêchent justement l'économie de reprendre pleinement pied. On se retrouve également avec un pays qui souffre d'un manque d'investissement et donc d'infrastructures qui lui permettent de tenir son rang en quelque sorte. Le système pétrolier par exemple, les infrastructures d'hydrocarbures sont complètement vétustes et l'Iran pendant très longtemps d'ailleurs a été un acheteur d'essence. C'est-à-dire qu'il vendait son pétrole, mais qu'il devait importer son essence donc raffinée pour pouvoir faire tourner ses voitures. D'ailleurs, souvent, c'était de l'essence qui était de très mauvaise qualité. Et pour des raisons externes, c'est que en fait, les investissements qui auraient dû venir avec la levée
de l'embargo ne sont pas arrivées. Parce que l'Iran, il faut le rappeler, n'est pas un membre de l'OMC et qu'il y a toute une série d'ailleurs de situations qui sont difficiles pour des investisseurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une protection, notamment dans la politique des brevets, etc., etc. Et puis aussi, il y a eu différentes pressions qui ont été mises par la nouvelle administration américaine, donc du côté de Trump, qui essaye d'empêcher au maximum la reprise des investissements, notamment européens, et qui fait peur alors à toute une série de grands partenaires, de grandes multinationales qui pourraient décider donc d'investir dans le pays. Il y a quelques exceptions d'entreprises européennes qui ont décidé de reprendre des contacts et qui ont décidé de reprendre pied en Iran. C'est par exemple Total, c'est aussi Airbus, mais pour le reste, dans les PME qui pourraient justement essayer de jouer un rôle plus diffus, il y a quand même toujours une grande fragilité, une grande peur à vouloir retourner en Iran, donc à la fois pour ses raisons internes et pour ses raisons externes. Oui, vous évoquiez Total, effectivement, méga contrat d'un montant de 4,8 milliards de dollars. L'Iran connaissait également un rayonnement important dans le domaine du tourisme et dans le domaine universitaire. On peut s'attendre avec ces manifestations à une baisse des étrangers sur le sol iranien? Ça, c'est très difficile à dire. Donc, il faut voir maintenant comment la situation va évoluer et comment le régime aussi va décider de reprendre le contrôle face à des manifestations qui, semble-t-il, aujourd'hui, sont en train de s'essouffler. Il y a eu d'ailleurs aujourd'hui toute une série de contre-manifestations organisées par le régime, massives, avec plusieurs centaines, voire des milliers de personnes présentes dans les rues, qui voulaient démontrer justement que le pouvoir était toujours en place et qu'il refusait de voir les contestataires, ce que le régime d'ailleurs appelle les tenants de la sédition, prendre donc le contrôle des rues. Donc les semaines qui vont venir vont être assez importantes pour voir comment le pouvoir en place va réagir. Est-ce que Rouhani et son administration vont tenter l'ouverture? C'est d'ailleurs dans sa déclaration qui a eu lieu il y a quelques jours, ce terme qu'il avait employé, le terme de ouvrir l'espace. Donc maintenant il faut voir quel espace va être ouvert. Est-ce que c'est un espace économique, un espace social, un espace politique? Comment également les factions plus dures à l'intérieur du régime vont-elles réagir? On a vu des déclarations des gardiens de la Révolution, qui sont donc les forces paramilitaires très importantes dans le pays, qui ont ouvertement dit, si la situation continue, nous allons descendre dans la rue et rétablir l'ordre. Pour le moment, on n'est pas encore arrivé dans cette situation-là, mais on sent qu'il y a différentes tensions également entre les différents pouvoirs en place qui essayent donc de se positionner. Il faudra voir comment par la suite les choses vont évoluer, même si pour le moment, il semblerait qu'on est en train d'assister à une situation plus calme dans laquelle le mouvement est progressivement en train de s'essouffler. Oui, alors justement, dans le même temps, aux États-Unis, on se frotte les mains. Le président américain a publié pas moins de 6 messages à propos des manifestations, 6 messages sur son réseau social préféré, Twitter. Fidèle à sa ligne dure sur l'Iran, il a notamment, Donald Trump, critiqué la politique de son prédécesseur. Qu'en est-il de la probable manipulation des États-Unis que beaucoup dénoncent? Donc on insiste parfois souvent sur cette idée un peu complotiste, la présence de la CIA ou de différentes autres officines de renseignement, Israël, l'Arabie saoudite, qui aurait manipulé justement les populations, qui auraient entraîné différents mouvements de contestation. C'était ce qu'affirmait le média russe Russia Today il y a 2 jours. En effet, mais ce sont aussi des médias, notamment de la part de RT ou de Sputnik, ou surtout des médias qui viennent du Moyen-Orient, qui ont une logique politique. S'ils agissent de cette manière, c'est aussi avec l'intention d'apparaître en victime et de dénoncer une espèce de main invisible qui est en train de tirer les différentes ficelles mondiales pour essayer justement d'arriver à un chaos qui profiterait donc aux Occidentaux, au camp de l'Occident. C'est souvent une grande exagération. Donc ils ont un intérêt justement, ces différents médias, présenter leur pays comme étant des victimes. Il ne faut pas oublier d'ailleurs qu'au Moyen-Orient, la logique complotiste, elle fait florès. On retrouve d'ailleurs toute une série de défenseurs des théories du complot qui ont un accès aux médias nationaux et qui entretiennent justement cette idée un peu des nations assiégées. Maintenant, dans les faits, il faut essayer de nuancer. Il faut quand même essayer de revenir justement avec des éléments factuels, en prenant compte justement toute une série de mutations sociales qui ont lieu aujourd'hui en Iran et dans la région et qui permettent d'expliquer ces différentes mobilisations qui sont originales, qui sont nouvelles, qui sont non plus verticales mais horizontales, qui sont spontanées, mais il y a des racines. Donc on peut trouver justement ces différents fondements en essayant d'étudier l'Iran et de le comprendre de plus près. Maintenant, par rapport à la politique américaine, il va y avoir un événement très important dans quelques jours, vers la mi-janvier. Ça va être la décision de Trump de prolonger ou non le deal nucléaire. Et donc il va se retrouver justement avec un élément qui pourra avoir une influence très forte sur la manière dont l'économie iranienne pourrait repartir ou non, c'est que s'il décide, c'est encore hypothétique, mais s'il décide de revenir sur l'accord nucléaire une fois pour toutes et de retirer les États-Unis, on pourrait donc avoir différents investisseurs étrangers qui vont avoir une grande frilosité à retourner en Iran
Et on pourrait surtout avoir le toman, qui est la monnaie iranienne, repartir en flèche vers le haut et recréer une nouvelle spirale inflationniste qui serait très dommageable pour l'économie iranienne. Donc Trump, depuis toujours, en fait, depuis d'ailleurs sa campagne présidentielle, est hostile à l'Iran. Il est entouré de toute une série de conseillers qui, depuis longtemps d'ailleurs, ont déclaré qu'ils souhaitaient un changement de régime, ou en tout cas que l'accord sur le nucléaire était une très mauvaise chose et que les États-Unis devaient s'en retirer. Et donc il évolue dans ce climat où il ne faudra pas attendre un geste positif de sa part à l'égard de l'Iran. Et il a cet instrument qui est très fort, c'est justement cette prise qui pourrait débrancher par rapport à l'accord nucléaire et qui va avoir de nombreuses conséquences. Donc il faudra voir alors par après comment l'Union européenne elle-même va réagir. C'est un acteur économique très important, c'est un arbitre aussi, un intermédiaire qui a occupé un rôle assez positif dans la manière dont l'accord nucléaire a été obtenu. Et donc, s'il y a des armes qui sont aujourd'hui dans les mains de Donald Trump, il y a aussi des réponses qui pourraient être apportées par les différentes instances européennes pour essayer, à tout le moins, d'atténuer les conséquences d'un éventuel retrait des États-Unis de l'accord sur le nucléaire. Oui, et ces réponses arriveront, selon vous, l'Union européenne sera unanime sur ce dossier? Pour le moment, en tout cas, dans la manière dont Federica Mogherini, la haute représentante au sein de l'Union européenne, s'exprime, il semble qu'il y ait une unanimité. Et c'est d'ailleurs aussi différentes affirmations qui ont été portées par le président de la République, donc Emmanuel Macron, qui affirmait continuer à vouloir soutenir l'accord sur le nucléaire. Maintenant, il faudra voir comment les entreprises vont réagir et comment également toute une série d'autres facteurs externes et internes pourront jouer dans ce dossier. Mais en tout cas, dans les dernières informations qui sont disponibles, il y avait une volonté affichée, une volonté même claire, de l'Union européenne et de ses différents États membres de continuer à soutenir le maintien de l'accord sur le nucléaire. Alors sur la Russie à présent, on l'a vaguement évoqué tout à l'heure effectivement avec Russia Today et Sputnik et le rôle qu'ont joué et que jouent ces médias dans ces manifestations. On le sait, hein, Moscou entretient d'étroites relations avec Téhéran. Vladimir Poutine s'est d'ailleurs rendu dans la capitale iranienne en novembre dernier afin de signer des contrats principalement d'ordre économique. La Russie et l'Iran coopèrent déjà pour la construction de 2 nouveaux réacteurs dans le sud de l'Iran. Oui, il y a d'ailleurs eu une coopération sur le nucléaire qui est très ancienne et qui remonte aux années 90 avec la construction de la première centrale de Boucher, qui a mis d'ailleurs très longtemps à être construite, notamment dans l'uranium qui était fourni pour l'activer. On sent que Vladimir Poutine, par différents moments, essaie de ralentir justement la construction de cette centrale pour peser sur différentes décisions qui étaient prises par la présidence Ahmadinejad, donc à l'époque. Maintenant, les liens entre la Russie et l'Iran ne sont pas que économiques. Ce sont aussi des liens d'intérêt géopolitique qui se manifestent énormément pour le moment en Syrie, puisque ce sont les deux puissances qui ont permis le maintien donc, du régime de Bachar el-Assad, les Russes avec les différentes forces qui ont été impliquées, notamment d'un point de vue aérien, et l'Iran avec différentes forces terrestres, et notamment des milices qui ont été armées par l'Iran à partir de volontaires un peu forcés, mais des volontaires afghans, des volontaires irakiens, et puis surtout les Pasdaran qui sont présents sur le territoire syrien. Donc on voit que pour le moment, les deux puissances, donc russes et iraniennes, ont des intérêts communs, et que la Russie ne va pas chercher, justement, ne va pas vouloir à ce que son principal allié dans la région, qui dispose d'ailleurs de toute série de leviers, soit abandonné et prenne le risque justement d'un effondrement. Oui, alors on assiste finalement un petit peu dans la région à une bataille États-Unis, Arabie Saoudite, sunnite et Iran, Russie, chiite. Hein. Mais il faut aussi un peu nuancer la question d'une guerre entre des sunnites et des chiites, puisque c'est une construction qui a été Qui sont portée donc 2 notamment par communautés musulmanes, hein, pour rappeler. voilà, des communautés religieuses. Donc on n'a pas affaire à une guerre de religion entre des sunnites et des chiites. On affirme par exemple que l'Arabie saoudite est le leader des sunnites et que la République islamique d'Iran est donc le leader des chiites. C'est un peu forcer le trait. À l'intérieur de la communauté chiite, c'est très divisé. On ne reconnaît pas non plus l'autorité spirituelle de Ali Khamenei, le guide de l'Iran. Et l'Iran, d'ailleurs, par le passé, n'a jamais montré non plus d'affinité pour certains groupes chiites qui décidaient de rentrer dans des périodes de contestation, comme notamment c'était le cas en Irak après la guerre du Golfe en 91, où l'Iran a laissé des chiites se laisser massacrer par Saddam Hussein. Et d'ailleurs, dans le conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan est chiite. Pourtant, l'Iran a soutenu l'Arménie, qui n'est pas du tout un pays chiite. Donc, la manière dont, en fait, l'Iran agit aujourd'hui dans son voisinage propre, c'est d'abord d'une manière pragmatique, comme un État, en fait, classique, qui essaye de maximiser ses intérêts, de profiter d'opportunités qui se présentent, et l'Iran en a eu quand même pas mal depuis la chute des talibans, qui était un des principaux ennemis, depuis la chute de Saddam Hussein, et aussi depuis l'effondrement donc de la Syrie. D'autant plus qu'en face, du côté saoudien, il y a toute une série de transformations qui sont en train de
affecter justement le leadership saoudien avec un prince héritier donc, qui est aujourd'hui le roi de facto, mais qui est en train de commettre beaucoup d'erreurs stratégiques par ses différentes interventions. On n'a qu'à se rappeler du chaos dans la manière dont le dossier libanais a été géré. Ce dont on a affaire en fait aujourd'hui au Moyen-Orient, c'est un conflit entre différentes parties et à différents niveaux. Il y a d'abord des conflits locaux, comme on le voit notamment en Irak et en Syrie, avec des guerres civiles traditionnelles entre différentes factions. Il y a sur cela un conflit régional, avec une guerre froide entre l'Arabie saoudite et l'Iran, et qui est avant tout une guerre de leadership. Ce sont deux puissances qui essayent de maximiser leur intérêt et de dominer la région. Il y a au-dessus de ça des conflits internationaux entre la Russie et les États-Unis qui essayent également de jouer un rôle très actif dans la région. Et puis au-dessus de cela, il y a un conflit global avec l'accession djihadiste qui vient se rajouter et qui a également différents facteurs d'influence qui commencent à se disperser ailleurs dans la région. Et donc vous avez tous ces fils qui sont en train de s'en mêler avec des alliances d'opportunités qui se font entre les différents acteurs suivant l'actualité, suivant les brèches qui s'ouvrent encore une fois. Et toute cette situation fait qu'aujourd'hui, l'ensemble de ces conflits est très difficile à démêler et qu'il faudra justement essayer de penser le Moyen-Orient d'une manière différente que ce que nous avons fait aujourd'hui, parce que, outre ces mutations géopolitiques, la région est concernée par des mutations sociales, démographiques et économiques très profondes qui vont avoir des conséquences sur les 10 ou 15 prochaines années. Et oui, des mutations sociales notamment, hein. 90% des personnes arrêtées durant ces manifestations avaient moins de 25 ans, hein. Ce sont les chiffres qui ont Du été ministère en de effet, l'Intérieur. voilà, iraniens. Donc il faut faire attention dans la manière dont ces chiffres sont révélés. Est-ce qu'il y en a plus Est-ce que ça ne concerne effectivement que des jeunes? Mais il semblerait que ce soit une tendance. Ce qui d'ailleurs surprend très fort en Iran, quand on interroge des personnes qui viennent de la classe moyenne urbanisée, ils ne comprennent pas très bien ce qui se passe. Parce qu'en effet, c'est un public qu'on n'est pas habitué à rencontrer justement dans les différentes contestations qui ont eu lieu ces dernières années en Iran. En fait, ce sont des personnes qu'on retrouvait plutôt dans des petites manifestations qui passaient sous le radar, qui existent depuis maintenant très longtemps, depuis à peu près 3-4 ans dans le pays, mais auxquelles on ne prêtait pas attention. Et donc, il y a un peu un effet, pour le dire de manière caricaturale, comme l'élection de Trump a fait aux États-Unis pour la classe moyenne américaine. C'est qu'en fait, certaines personnes se rendent compte aujourd'hui qu'il existe finalement autre chose à l'intérieur de leur pays. Il y a un peu tous ces oubliés qui viennent de se manifester, qui viennent de dire que nous ne sommes pas d'accord avec la manière dont les choses sont en train d'évoluer. Or, ces oubliés, ils ont été justement dans cette situation de déshérence dans laquelle on ne tiendrait pas compte de leurs aspirations, et ils viennent de pousser la porte et de dire nous sommes là et vous devez également nous écouter. Et c'est pour ça que c'est une situation qui est très difficile à analyser, c'est que c'est surprenant pour beaucoup d'analystes, on ne s'y attendait pas, et la classe moyenne d'ailleurs iranienne est elle-même complètement perdue par cette situation, et il va falloir justement essayer de fabriquer de nouveaux éléments d'analyse, des mouvements, des mobilisations et des contestations sociales en Iran, parce que c'est une nouvelle dynamique finalement qui est en train de se développer, qui va certainement avoir encore des influences et des conséquences par la suite. Elles vont peut-être s'estomper, elles vont peut-être se dissiper, mais néanmoins il y a un mouvement ici qui a été porté, qui va certainement laisser des traces, en tout cas des traces dans les esprits. Ouais, et alors justement, ce sera ma dernière question. Jonathan, et elle est très vaste. Ces manifestations peuvent-elles finalement, au final, annoncer une révolution, une nouvelle révolution? Pour le moment, non, parce qu'il n'y a pas des grands mouvements de masse comme on l'a retrouvé en 1979 avec la chute du Shah. Il n'y a pas des millions de manifestants qui sont présents dans les rues. Ce sont plutôt des petites manifestations dans des villes moyennes. Téhéran ne suit pas. Et il semble aussi qu'il y ait une scission donc entre cette classe moyenne et ces classes plus précaires et ces jeunes. Donc pour le moment, la République islamique garde le contrôle. Maintenant, il faut voir comment les choses vont évoluer par la suite, mais dans une question vraiment beaucoup plus sociale, beaucoup plus sociologique, et comment cette espèce de transformation qui est en cours va avoir des influences alors à moyen, voire à long terme. Néanmoins, c'est un coup de semonce qui a été envoyé auprès du pouvoir en place, parce que sa rhétorique, depuis 1979, c'est celle de la défense des déshérités. C'est le terme d'ailleurs qui est employé, c'est celui de Mostazafin. Et donc ici, il y a justement eu ce boomerang qui vient d'être renvoyé en plein dans la figure du régime, c'est que ceux dont il se faisait le premier défenseur viennent de montrer que, en fait, vous ne nous défendez pas. Comment est-ce que alors par la suite, justement, la rhétorique du régime va essayer de toujours se construire avec ces différentes couches de la population? C'est une question. Et aussi comment maintenant, à l'intérieur du régime, les différentes factions vont parvenir, encore une fois, à se présenter comme étant soit dans la défense de tel type de population, soit dans la défense de tel autre type de population. Parce que les premiers perdants, finalement, ce sont peut-être les réformateurs et les modérés.
il se présentait souvent comme une alternative aux conservateurs et aux ultra-conservateurs, en vantant justement l'ouverture, en vantant une gestion différente de la République islamique. Or ici, par toute une série de déclarations qui ont été faites, notamment de l'ancien président Khatami, il y a eu une espèce de bloc qui s'est réalisé pour la défense de la République islamique, pour la défense de la structure. Ça pourrait avoir des conséquences d'un point de vue électoral. Il pourrait y avoir d'ailleurs une espèce de mépris d'une partie de la population qui pourrait se réaliser vis-à-vis des réformateurs en disant mais finalement, vous ne souhaitez pas cette ouverture que vous prenez dans votre discours et dans les faits, vous êtes sur un pied d'égalité par rapport donc aux autres factions en place. Et donc il faudra voir par la suite, aux prochaines élections, comment ces différentes manifestations pourraient se traduire donc dans les urnes. Les prochaines élections en Iran qui seront dans... Donc ce sont des élections qui ont lieu Alors on a eu en des élections décalage. en mai dernier. Donc les élections présidentielles, c'est tous les 4 ans. C'est la même chose également pour des élections législatives. Et les élections législatives ont toujours lieu 1 an avant les élections présidentielles. Donc ici, pendant encore au moins 2 ans, le pouvoir remplace et certains de rester avec les mêmes structures politiques élues, puisqu'il y a une partie élue, une partie non élue. Mais pour ce qui concerne le Majlis, le Parlement, la situation est stable pour encore 2 ans. Maintenant, 2 ans, c'est à la fois long et à la fois court. Et donc, il pourrait y avoir toute une série d'autres événements qui pourraient influencer et avoir donc un rôle assez important dans le scrutin législatif. Jonathan Piron, merci d'avoir accepté l'invitation de C'est l'Info, historien, politologue, spécialiste du Moyen-Orient et conseiller à la prospective chez Etopia. Merci à vous.